Bonjour tout le monde. Crazy, eh? Crazy. Yeah. Merci à tous d'être là pour couvrir cette page historique de l'histoire de la voile et de l'histoire maritime des Sables d'Olonne. On est très heureux d'accueillir le vainqueur de la Golden Globe Race. Alors, ceci est une conférence de presse. Ça veut dire que Jean-Luc, l'organisateur, partenaire, Sir Robin, sont là pour répondre aux questions des journalistes. Donc, vous avez la parole. Qui fait circuler le micro? Qui est l'hôtesse? Quand? Sinon, vous posez les questions comme ça, hein, je vous entends. Hein. Jean-Luc, un 6e tour du monde. Ah voilà, Je suis ici. faut se prévenir qui c'est qui parle parce que... Et quel média? TV Vendée, comment qualifier en quelques mots cet exploit? C'est un 6e tour du monde. Quel est le parfum de celui-ci? Ben, le parfum, il est très différent des tours du monde que j'ai vécu précédemment. Ce sont des bateaux... D'abord, les bateaux qu'on utilise sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde. C'est des bateaux de série. On était 6 bateaux pareils au départ. Donc 6 bateaux monotypes, si on peut s'exprimer ainsi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres épreuves. Et donc... je dis ça parce que ça ne dépend pas de l'argent, quoi. Aujourd'hui, pour faire le Vendée Globe, il faut beaucoup d'argent. Si on n'a pas beaucoup d'argent, eh ben on arrive en fonction de son argent, c'est-à-dire au plot si on n'a rien. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose qui est très différente, c'est que on revient à l'ancienne, donc... il faut faire son point soi-même. On en doute toujours, parce que quand on fait son point soi-même, c'est pas comme quand on lit avec exactitude latitude, longitude, d'une part. Et d'autre part, on a une météo qui est superficielle. On nous dit, voilà, les dépressions, elles sont là, là et là. Vous risquez d'avoir tel type de vent. Mais on n'a pas de fichier météo, on n'a pas de certitude, on n'a aucune certitude dans cette course. Et là, enfin, une chose qui est très différente aussi par rapport à mes tours du monde précédents, c'est qu'on n'a aucun moyen pour éviter les dépressions et éviter le mauvais temps. On subit. Alors, miraculeusement, certains, par exemple, en arrivant en Tasmanie, se sont abrités un tout petit peu parce qu'il y avait un gros coup de vent en Tasmanie. Mais quand vous êtes au milieu du golfe de Gascogne et que, enfin, quand vous arrivez des Açores et que on vous dit, ben voilà, il va y avoir une dépression, il y aura 40 à 45 nœuds, 50 nœuds dans les rafales, ben, il y aura 50 nœuds dans les rafales, quoi. Et donc, il faudra négocier la mer. Et ça oblige à faire des bateaux qui sont tout-terrain. Voilà. Et aménager sa monture. Et c'est une course très longue. Donc il ne faut rien casser. Si on casse quelque chose, c'est vraiment un problème. Et voilà toutes les différences qu'il peut y avoir à mon point de vue. Au-delà de la peur d'abandonner, est-ce que vous avez eu peur pour vous-même? Ah non. Un ou deux moments gravés à jamais sur ce périple qui aura duré quasiment 7 mois? Eh ben, il y a plein de moments hein, qui sont spéciaux. Il y a évidemment le moment dramatique où je dors et où je sens le bateau qui se couche et qui dépasse l'horizontale. Et donc... je m'y attendais quand même un peu parce que j'avais couché. Normalement, je couche au vent pour mettre mes 90 kilos du côté qu'il faut.
Et donc là, je m'étais couché sous le vent en disant, comme dans le golfe de Gascogne d'ailleurs, en disant il y a quand même des risques. Et donc, alors ça se passe très bien, ça se passe très bien. Les vagues arrivent, ça fait un choc sur la coque, mais tout se passe bien. On se dit bon bah c'est bon quoi, ça a l'air d'aller. Et puis pof, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup il y en a une qui fait une combinaison de peut-être deux vagues ou je ne sais pas. Enfin, faut être pile poil là à ce moment-là. Et on sent le bateau qui part et qui fait la culbute. Alors évidemment, quand on sort et puis qu'on voit le mât qui fait ça à peu près, hein, et ben c'est des moments d'émotion, quoi. Hein. Et donc évidemment, pendant 3 jours, j'ai pensé que d'abord j'ai pensé à sauvegarder le bateau. Donc je suis parti en fuite, c'est-à-dire que j'ai suivi le vent. Je ne m'occupais plus du tout de la course. Et puis, j'ai commencé à prévoir mon escale au Chili. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, bah, de toute façon, le mât, il est foutu. Alors, foutu pour foutu, je vais essayer de le réparer. Puis, si je démate, quoi. Et on avait des gréements de fortune sur le bateau, c'était obligatoire. On avait fait des essais avec. Bon, j'aurais rejoint la côte avec mon gréement de fortune, et puis voilà. Et ça l'a fait. Bonjour, pour Sud-Ouest. Comment fait-on pour passer d'un état d'esprit hors course, où on pense qu'on va s'arrêter, et pour revenir dans la course, mentalement? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais abandonné une seule course. Je touche du bois. Je sais pas. Je sais pas. C'est venu petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a une énorme déception. On se dit, ben, on va s'arrêter, quoi. C'est obligé. Et puis après, on se dit, bah, tiens, peut-être que si je faisais ça, peut-être que si ceci, peut-être que si cela. Et si j'arrivais à voir, donc je suis allé voir, ben oui, peut-être en faisant un brelage comme ça va tenir, c'est pas suffisant, et puis on imagine avec quoi je peux faire un brelage, j'ai pas de bout en spectra parce que c'est interdit, mais qu'est-ce que je peux utiliser? Tiens, ben, j'ai un bout qui est très solide, qui est celui du loch, je vais essayer ça, et puis voilà, et de fil en aiguille, on trouve les petites manies qu'il faut. On essaye de faire un truc bien, et puis voilà. Mais j'avoue que grimper dans mon mât, c'est plus de mon âge. Hein. Le pire étant de défaire les goupilles au premier étage de barre de flèche. Défaire des goupilles, c'est déjà pas facile à terre dans un atelier, quoi, hein, parce que la goupille, elle a tendance à tourner, il faut l'écraser, etc. Mais défaire la goupille à 6 mètres de haut, c'est Fort Boyard. Jean-Luc, Philippe Elias, Télégramme, est-ce que 212 jours de mer, c'est long? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es vraiment emmerdé? Tu t'es demandé ce que tu faisais là? Il y a des moments, oui, il y a des moments qui sont difficiles où je me suis dit... dans les gros coups de vent, il y a eu des moments pénibles, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose, surtout après le chavirage. J'ai chaviré 2 fois en bateau. Moi, j'ai chaviré dans le 2e Vendée Globe, et 3 fois, pardon. J'ai chaviré une fois avec Let's Go, large de l'île Dieu, où j'ai cassé mon mât. Le mât a touché le fond, c'était un haut fond de 8 mètres. Et j'ai chaviré une 2e fois dans le 2e Vendée Globe, la veille du Cap Horn. Et là, c'était la 3e fois. Alors, tant qu'on n'a pas chaviré, on se dit ça va, quoi. Et le jour où on a chaviré, les dépressions suivantes, on se dit j'espère que je ne vais pas recommencer. Parce que si j'avais recommencé, là, le mât, il n'aurait pas tenu. Hein, ça, c'est une certitude. Donc, tu t'es ennuyé ou pas? Pardon? Est-ce que tu t'es ennuyé par moment? T'as pas Ah répondu à la oui, question. pardon. Oui, mais c'est vrai, je suis un homme politique. Je réponds comme ça m'arrange.
Donc il y a des moments, t'ennuyer, non, parce que j'avais des bouquins, j'ai même pas tout lu, tous les bouquins que j'avais emmenés. J'avais emmené, je sais pas, une quinzaine de bouquins. Et j'en avais amené à peu près autant à mon tour du monde à l'envers. Mais mon tour du monde à l'envers, j'ai eu beaucoup plus de temps que là. Là, j'avais pas le temps, là. Contrairement à ce que vous pouvez penser, on n'a pas le temps. Bon, le matin, on se lève, c'est petit-déj. Après, j'avais un contact avec des radios amateurs. Après, midi arrive assez vite. Midi, c'est l'heure de la méridienne. Il faut faire sa position. Faire sa position, ça prend du temps. Surtout si on fait une méridienne, parce qu'il faut s'y prendre 1h30 avant, 1h30 après, au moment de la latitude. Donc tout ça, entre les deux, je mangeais. Et puis ça y est, la matinée, elle est passée, le repas de midi, il est passé. Et puis, autrement, il faut entretenir le bateau. Il y a toujours des bricoles à faire. Si on veut, si on a constaté qu'il y avait un point qui allait pas bien à un endroit, il faut remédier à ça avant que ça pose des soucis. Et donc, j'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai pas eu de sentiment d'ennui. Je me suis jamais dit on s'emmerde. Non, je me suis dit c'est dur et il faut subir, quoi. Dernière question, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ces 212 jours? Alors évidemment, si je suis politiquement correct, je vais dire mes enfants. Et puis je vais dire ma femme. Mais quand on fait ce genre de truc, on le fait avec l'accord de tout son entourage. On le fait pas contre leur gré, quoi. Hein. Ils savent tous que je vais faire ça. Ils savent tous que je vais partir pendant tout ce temps-là. Et 6 mois... Rappelez-vous, 1er juillet de l'année dernière, c'est pas si vieux que ça, quoi. Hein. Et donc, ça passe vite, quoi. Jean-Marie Le Provost, Ouest France. Oui. Au cours de ce 6e tour du monde, est-ce que vous avez découvert de nouveaux endroits que vous ne connaissiez pas, notamment le détroit là, que vous avez passé dans le sud de Nouvelle-Zélande, je crois Voilà, le détroit de Fovo, ça s'appelle. Oui, alors je connaissais Hobart, parce que j'ai eu le plaisir d'être accueilli quand j'ai cassé mon mât avec Adrien. J'ai été accueilli par Don McIntyre qui habite là-bas, et parce qu'on se connaissait déjà depuis 1986. Et donc Hobart, je connaissais, et autrement, oui, le détroit de Fovo, je connaissais pas. Le Cap Horn, je connaissais. C'était mon 10e passage en solo. 6 dans le bon sens, 4 dans le mauvais sens, plus un avec Jean-Marie Patier, et plus un 12e en croisière, où je me suis arrêté sur l'île du Horn, où là, on a, avec Benoît Marie et sa famille, on a passé le 1er janvier 2014 avec le gardien du phare. On a été le 1er janvier 2014 avec le gardien du phare. Et évidemment, c'était en 2014, et c'est la première fois que je le repassais depuis qu'on y avait été. J'ai appelé le gardien, on a papoté. Il a d'ailleurs pris une photo, je crois, que je n'ai pas encore vue, et que je n'ai pas encore vue. Mais donc, voilà. Et c'est pour moi, le Cap Horn, c'est pour moi un souvenir vachement important, parce que c'est une espèce de légende pour les marins, quoi. D'abord, c'est le point le plus sud de la planète. C'est à 56 sud. Et c'est un espèce d'aboutissement. On a l'impression,
après qu'on rentre dans l'Atlantique et que tout va bien. Sauf que dans l'Atlantique, je peux vous dire que le golfe de Gascogne, ça vaut les 40e parfois. Hein. Jean-Luc, vous êtes en direct sur TV Vendée. Un message à tous ces Vendéens qui vous ont soutenu. Ah ben, d'abord, je les remercie de m'avoir soutenu. C'est une première chose. Et puis, moi, j'ai fait ça parce que j'avais l'envie de faire ça. Et ce que je souhaite à tous les Vendéens, c'est justement d'avoir des envies, quelles qu'elles soient. Les Vendéens aimeraient savoir si dans 4 ans, et ça c'est plutôt à votre voisin de gauche d'y répondre, si le prochain départ aura lieu des Sables-d'Olonne. Alors, dans 4 ans, il y a une autre course dans 4 ans. There is another race in 4 years. I have an entry for you waiting. Ah, j'ai une entrée gratuite. J'ai gagné un ticket de manège. What I will say from me, we have, as I said, many friends in Les Sables d'Olonne. We are happy to be here, and I am hoping that in 2022 we will still be in Les Sables d'Olonne, and Yannick and I will discuss this in the weeks ahead. Donc il a eu un accueil fantastique au Sables d'Olonne et il espère qu'une chose, c'est que dans 4 ans, si la course se refait, ça parte des Sables d'Olonne. Et ils sont en train de discuter de ça cette semaine avec Yannick et de voir la suite. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce type de bateau et par exemple, est-ce que tu as pris du plaisir à barrer ce Rustler 36? Pas de réponse, pas de langue de bois. C'est pas mon habitude. Hein. C'est épouvantable à barrer. Le safran, il est derrière la quille. Donc il n'est absolument pas compensé. Aujourd'hui, un safran, c'est comme ça. L'axe du safran, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une partie derrière, à peu près 4/5e, et une partie devant, c'est-à-dire 1/5e. Et quand on pousse la barre, le 5e qui est devant, il aide à pousser la barre. Là, il n'y a pas de partie devant, puisque c'est la quille qui est devant. Et donc la barre est extrêmement dure. Et donc j'avais fait une rallonge de barre, et si vous avez regardé ce matin, j'avais fait une rallonge de barre à peu près longue comme ça, et je pouvais barrer pratiquement depuis la descente. Et c'est pour ça que j'avais enlevé le rail d'écoute qui me gênait pour barrer. C'était pour pouvoir barrer d'une part abrité par la capote et d'autre part aider à barrer le bateau. Et donc barrer sous spi pendant une dizaine d'heures, vous en sortez avec des muscles, quoi. Hein. Alors, par contre, c'est amusant parce que on arrive quand même à le faire un peu planer, quoi. Alors, c'est un peu jouissif, mais c'est que un peu jouissif, quoi. C'est pas les plannings du Vendée Globe où on dévale des vagues en regardant le speedo. D'abord, on n'a pas de speedo, donc déjà on est tranquille. Et puis, mais à barrer, c'est quand même, c'est pas rigolo. Une question pour Voilier. Pendant la remontée de l'Atlantique et en arrivant en Atlantique Nord, tu étais pas mal ralenti et tu avais un poursuivant qui se rapprochait. Alors deux choses, est-ce que tu avais conscience de cette menace pour le classement et est-ce que toi tu as été inquiet par rapport à ça? Alors d'abord moi j'en étais tout à fait conscient puisque j'avais des contacts tous les jours et on me donnait tous les jours la position, la distance to finish. Donc évidemment je savais qu'ils m'ont monté depuis le début. Dès que j'ai chaviré, bon, au moment du chavirage je ne m'occupais plus du tout des distances. Mais quand j'ai commencé à réparer mon mât, je me suis aperçu qu'au lieu de 2000 milles d'avance, j'avais plus que 1000 milles.
enfin grosso modo. Hein. Et donc, je me suis dit 1000 milles, bon ça va quand même. Mais comme je poussais pas le bateau, ben, il m'a grignoté petit à petit. Et donc, la remontée de l'Atlantique, j'étais pas inquiet. Alors, j'ai pas eu beaucoup de chance dans l'Atlantique Sud parce que j'étais obligé de rester assez ouest à cause d'une dépression. Et donc, après, bon, j'avais quand même une avance convenable. Et dans l'Atlantique Nord, ben, j'ai eu d'une part... donc je savais que l'essentiel dans l'Atlantique Nord, c'était d'être le plus nord possible. Il n'y a pas de mystère. Il faut gagner dans le nord, gagner dans le nord, gagner dans le nord. Et à mi-route, j'ai... Alors là, c'est une question de tactique. À mi-route, je me suis dit, je vais me recaler devant lui. C'est-à-dire que lui, il était plus est que moi. Il montait comme ça. Alors évidemment, par rapport au Sable d'Olonne, il était plus près, quoi. Hein. Mais il était quand même 400 000 derrière au niveau du nord, quoi. Hein. Et je me suis dit, je vais me recaler devant lui. Donc j'ai viré de bord. Et en virant de bord, évidemment, je me rapprochais des Sables d'Olonne. Et lui, il n'a pas voulu que je... Enfin, je suppose, parce qu'on n'en a pas discuté. J'avais aucun contact avec lui. Et donc, le lendemain, quand il a vu ma position et qu'il a vu que j'avais viré de bord, il a fait pareil. Donc, on a viré comme ça. Et je me suis dit, bon, il veut pas que je me recale devant lui. C'est normal, il veut garder son avantage vers l'est. Mais s'il continue, il est mort parce qu'il y a l'anticyclone qui est là et il est foutu, quoi. Et donc, dans la nuit, de nouveau, j'ai reviré vers l'ouest pour continuer ma route sans m'occuper de lui. Et lui, de façon surprenante, il a continué plus que moi. Et je me suis dit, là, il est cuit, quoi. Et donc il était cuit. Une question pour France Info, sur votre droite. Ah oui. Est-ce que vous savez, Jean-Luc, que la France est championne du monde de foot et qu'il y a des gilets jaunes un peu partout en France? Est-ce que, plus sérieusement, est-ce que vous avez le temps est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à la marche du monde? Ah, pas du tout, non. Alors, je sais deux choses. Je sais que la France a gagné, en effet, la Coupe du Monde, parce qu'on me l'a dit. Je sais même plus contre qui. Ah, la Croatie, voilà, je ne m'en rappelais plus. Et on a fait une petite croisière en Croatie qui était sympathique. Et je suis au courant des gilets jaunes. Je ne sais pas du tout pourquoi ni ce que c'est, mais on m'a dit qu'il y avait des gilets jaunes partout tous les week-ends. Donc voilà. Donc, mais là, je vois du rouge, je vois du bleu, mais je vois pas de jaune, donc je suis rassuré. Juste, je fais un petit spot de pub pour saluer la présence parmi nous de quelques skippers. Il y a Loïc Lepage là-bas derrière qui se cache. Bravo Loïc. Salut. Patrice Carpentier aussi qui est dans la salle discrètement. Alain Gauthier sur le côté. Et Arnaud Boissière, autre sablé. Voilà, je voulais juste leur adresser un petit salut amical. Merci. Jean-Pierre Dick aussi, j'ai pas vu Jean-Pierre. Non, Catherine Chabot, oui. Catherine est là. Catherine Chabot, qui était la première femme à gagner le Vendée Globe sur mon bateau. Et il y a Christine Briand qui est là, championne du monde de J24 entre autres. Il y a Jean-Marie Patier qui a fait la route du Rhum qui est là, sur mon ex-bateau. Je sais pas où il est. Hein? Ah oui, c'est un aussi, oui. Il est parti. Tu vois, tu es un meilleur politique que moi parce que toi, tu n'oublies personne. Voilà. Ouais. Et puis, il y a Gabi qui était au Cap Horn avec moi au 1er janvier 2014, qui est là. et son fils qui est, je sais pas où, qui est Benoît, voilà, qui est là-bas, qui a gagné la Mini Transat 2013. Voilà, j'en ai peut-être oublié encore.
Jimmy Pain, bien sûr. Jimmy Pain, député, qui est maintenant député. Il a viré de bord. Tu vois, comme quoi la voile, ça mène même à la politique, tu vois. C'est une menace? Qui a dû gagner... Non, c'est parce que mon bateau est à vendre. 2022, non, c'est pas mon timing, mais 2026, pourquoi pas? Non, 28. 22, 26. Oula, bah oui. Non, mais je suis en retraite. Ouais. Vous avez vu qu'au Sable d'Olonne, un septuagénaire, ça peut valoir plusieurs jeunes. Hein. Il fait bon vivre au Sable d'Olonne. D'ailleurs, Jean-Luc, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà été choisi comme citoyen d'honneur de la ville des Sables d'Olonne? Est-ce que tu accepterais de devenir citoyen d'honneur de la Sable d'Olonne? Ah bah ça, j'accepterais, oui, bien sûr. Eh bien, tu seras citoyen d'honneur de la ville des Sables d'Olonne. On est très heureux, très fiers de l'exploit que tu as réalisé. Très fiers. Merci. Alors, question suivante. Oui. Est-ce que les tours du monde, c'est vraiment les tours du monde, est-ce que c'est vraiment fini? Parce que je crois que quand vous êtes rentré de votre tour du monde à l'envers, c'est ma voisine qui me l'a soufflé. Vous aviez dit les tours du monde, c'est fini, puis en fait, on vous a retrouvé sur le tour du monde à la voile à l'ancienne, quoi. Oui, parce que quand je suis arrivé du Vendée Globe, on m'a dit tu referas le prochain, troisième Vendée Globe, allez, tu vas le refaire. J'ai dit non, je ne le referai pas. Ensuite, quand j'ai fait mes 4 tours du monde, je me suis dit ça y est, 4 tours du monde dans le bon sens, j'en ferai plus d'autres. Et puis, quand j'ai fait l'autre sens et le record, que je détiens toujours miraculeusement, j'imaginais pas un seul instant que cette course pourrait exister, quoi. Et j'avoue avoir été même un peu vexé de ne pas avoir eu l'idée avant Don McIntyre. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, mais c'est une idée géniale, quoi. Hein. C'est une idée géniale de refaire ça comme c'était avant, au sextant, sans électronique, sans ordinateur, sans tableau de bord de Boeing. Et donc, je me suis dit, c'est retrouver un peu la pureté des choses. Et voilà. Alors maintenant, donc, je ne ferai plus de tour du monde, sauf si quelqu'un invente un truc génial qui m'intéresse encore. Mais alors là, je ne sais pas ce qu'on peut inventer. Mais je ne vois même pas ce qu'on pourrait inventer. Mais je vous avoue que non, normalement, je ne repartirai pas au tour du monde. Je ne ferai pas de toute façon le Golden Globe 2022. Si, peut-être comme coach d'un bateau. Mon bateau est à vendre et je me vends avec. Juste une information technique. La tempête est en train d'arriver, le vent est en train de monter et pour des raisons de sécurité, la conférence de presse va être abrégée. On va devoir se séparer dans une dizaine de minutes. Si les journalistes veulent des interviews directes avec Jean-Luc, on les organisera du coup à l'école des pêches après. Et je suis désolé pour des raisons de sécurité, passer un seuil de vent, on ne peut pas rester dans un chapiteau comme celui-là. Et donc encore quelques minutes. Ça commence à bouger. Questions. Voilà, on ne peut pas prendre des riz dans le chapiteau. Jean-Luc, c'était de Transform. On te remercie pour la bouteille. Hein, et merci d'être arrivé avant le départ de la course du cœur. Hein. À bientôt. Hein. À bientôt. Jean-Luc, vous avez un maître à table, ici, à votre gauche, Sir Robin Knox-Johnson. Une légende comme vous, désormais, une légende de la mer. Quels sont, hormis ce grand marin, ceux qui vous ont beaucoup inspiré ou fasciné? Ceux qui m'ont inspiré, mais depuis tout petit. Moi, j'ai été bercé aux lectures. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas les moyens d'évasion, c'était la lecture. Et donc, moi, j'ai été bercé par Alain Gerbaud, par Joshua Slocum, par tous ceux qui nous ont précédés. J'ai lu tous les récits de ces gens-là, Vito Dumas, Marcel Bardiot, Pierre Auboiroux,
évidemment Tabarly et autres moitessiers. Et donc, tous ces gens-là qui nous ont précédés, ils ont écrit, comme le disait Hugo Frey tout à l'heure, ils ont écrit une page d'histoire de la marine. Faire le tour du monde en 1968, comme l'a fait Robin, avec un bateau qui était loin d'être le bateau favori. C'était un bateau en bois et il est parti avec parce qu'il n'a pas trouvé de sponsor pour faire le bateau qu'il aurait voulu avoir pour faire le premier Golden Globe. Et donc, il est parti avec ce bateau-là en disant j'ai que ça, je pars avec celui-là, quoi. Hein. Puis en plus, il avait un sentiment d'être anglais, d'être très fier d'être anglais. Et pour lui, c'était un Anglais qui devait être le premier à faire ce tour du monde. Et donc, moi qui suivais déjà la course à cette époque-là, pour moi, mon favori au niveau bateau, si j'avais eu à choisir un bateau, c'était Caruso. C'était l'Italien qui avait un bateau super. You remember Caruso? The boat of Caruso? Caruso boat. Et il avait un bateau absolument super. Il était là d'ailleurs au départ du Golden Globe. Et donc, moi j'avais misé sur lui, sauf qu'il a eu, je sais plus quoi, un ulcère à l'estomac ou je sais pas quoi. Il a été opéré d'urgence. Il a dû s'arrêter dès le Portugal et il n'a pas pu continuer. Mais pour moi, c'était le bateau. Le bateau qui était le plus rapide et le plus abouti, même s'il n'était pas très près. Et le bateau de Moitessier, je le connais aussi, j'ai navigué dessus. C'est un bateau qui ne va pas vite. Alors évidemment, il allait plus vite que le bateau de Robin, mais c'était pas une bête. Si on regarde les performances de Moitessier, parce que je les avais à bord, j'ai été plus vite que lui. Hein. Robin a une question à te poser, Jean-Luc. Jean-Luc, quand je retourne après 72 jours, my priority, 1, un pint of beer, 2, un steak, beef steak, 3, a bath. What are your priorities? Quand il est revenu, ses priorités, quand il est revenu à la Terre, c'était 1, une pinte de bière, 2, un beefsteak et 3, un bain. Quelles sont, toi, tes priorités, Jean-Luc? Exactly the same, but the contrary. First a bath, after a steak, and after a pint of beer. Je pense que ça sonne la fin. Merci à tous. Merci à tous. Donc les interviews individuelles one-to-one à l'école des pêches, hein, au centre de formation. Just one last thing. We have struck 312 gold coins to commemorate the 50th anniversary of the Golden Globe. And these are the first 3, one for each of you. Merci beaucoup. Voilà, Don remet symboliquement 3 médailles d'une longue série. Nous avons 312 médailles qui ont été délivrées, pièces de collection, et il vient de remettre donc ces 3 pièces à Robin, Yannick et VDH. Merci à tous d'avoir été présents. On vous rejoint au PC Course pour les interviews one-one. Merci.